Donc, on voulait vous parler en fait des actions menées et à mener cette semaine, à partir de cette semaine. Je vais commencer par mon cas personnel. En fait, pour le port de Calais, on avait décidé donc une action, un préavis de grève de 48 heures, du 9 au 10 décembre, qui a été annulé suite à la censure du gouvernement. Et donc, ce préavis de grève sera repoussé au 3 et 4 février 2025. On demande, en fait, ça fait des années qu'on tourne en sous-effectif, donc on demande des effectifs. On demande donc des revalorisations de nos salaires et puis une compréhension de notre direction, parce que ça fait des années en fait que on semble être incompris en fait de notre direction et de nos actionnaires, parce que le port il fait partie malheureusement en fait, des entreprises privées. Il a été privatisé il y a quelques années déjà, donc nous on souffre de tout ça déjà, on a été impacté en fait par tout ça. Donc, c'est sûr. Parce qu'il y a eu un blocage du port il y a un mois. Donc, il y a à peu près. Par rapport au statut aux intérimaires, qui fallait pérenniser ça, et de l'époque, ça avait débouché sur un maintien en poste des. Donc on a eu quelques avancées de ce point de vue-là, mais pas ce dont on espérait. Quoi. Donc on continue le combat justement en fait, pour intégrer toutes ces personnes-là dans l'effectif. Depuis quelques années, de toute façon, les départs en retraite ne sont pas comblés. Tous les services tournent à flux tendu. Donc ça pose des problèmes pour tout, en fait, pour l'organisation en fait, des effectifs, du travail. Ensuite de ça, on enchaîne, c'est jeudi pour les cheminots. Alors le processus, il est déjà depuis le 21 novembre, on a fait une journée de grève carrée. Donc là maintenant, comme on n'a pas eu de réponse à la hauteur de nos exigences de la part de notre direction et du gouvernement, nous on a décidé, comme on l'avait annoncé d'ailleurs, de partir en grève reconductible dès le 11 au soir, le 11 décembre au soir, et avec un préavis limité, donc on votera tous les jours devant la gare la reconduction ou non du mouvement. Les motifs sont, il y a deux grosses revendications, c'est l'arrêt du démantèlement du fret et la fin de la discontinuité de Fret SNCF au 1er janvier 2025. C'est-à-dire que Fret SNCF va être démantelé et va être scindé en deux entreprises, Exafret et Technis. Et le deuxième, c'est pareil, c'est la fin de l'ouverture à la concurrence du TER, dans la région particulièrement, puisque ça commence le 15 avec l'étoile d'Amiens, mais également dans d'autres, on pense à PACO qui va suivre, et il y en a aussi d'autres qui vont ouvrir à la concurrence, et ça va se multiplier malheureusement dans les prochaines années. Donc on est là-dessus. Sur l'énergie, nous on a un rêve reconductible aussi pour plusieurs revendications. Là, actuellement, on est sur la négociation d'accords d'entreprise. La branche est déjà statuée, donc fin de non-recevoir, et maintenant on est sur l'accord d'entreprise. Et dans le même temps, on est en train de revendiquer une augmentation du nombre d'agents en vue de l'activité qui fait que de croître dans le secteur de l'énergie. Et en l'occurrence, que ce soit par rapport aux projets industriels qui se mettent en place, mais aussi par rapport au dépannage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de dépannages sont bloqués, faute de moyens humains pour dépanner, y compris les appels sécurité. Donc c'est là-dessus qu'on appelle, et on va attendre voir un peu ce qu'il va y avoir demain comme réaction. Et ce qui fait que c'est assez compliqué dans notre domaine d'énergie à nous, c'est qu'aujourd'hui, avec les tempêtes qu'on a vécues ce week-end, et aujourd'hui, en responsabilité, étant donné qu'on a une mission de service public, on ne peut pas bloquer, on ne peut pas laisser les gens dans le noir, on ne peut pas revendiquer d'avoir. Vous êtes réquisitionné, comme on dit à l'hôpital. Alors, on peut être réquisitionné, et souvent les agents d'eux-mêmes ils décident, parce qu'ils sont attachés au service public, d'aller dépanner des gens.
Ce qui fait que c'est très compliqué pour nous, justement, parce qu'on est pris entre la volonté de porter nos revendications, mais aussi la volonté de dépanner les gens par rapport à l'énergie. Plus des ralentissements sur les dépannages que des coupures pour. Qui nous, en action. Côté, Ah non, on ne coupe pas les gens. Ouais. Ben non, parce que déjà, c'est contraire un peu à nos valeurs. Ça s'est fait à une époque, hein. C'est contraire à nos valeurs, parce qu'au bout du compte, on défend un service public, on va couper les gens, c'est pas vraiment cohérent. Puis je pense que c'est pas compris. Nous, c'est plutôt par l'arrêt du travail. Arrêtez de produire. C'est ce qui coûte de l'argent à l'employeur, à nos employeurs. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que nos employeurs, avant, ils faisaient partie des IEG, ils étaient au statut. Ouais. D'accord ? Nos employeurs ne sont plus au statut. Voilà, ça en dit long. Donc même quand on est en négociation salariale, vu qu'ils ne sont pas au statut, ils s'en foutent totalement. Ça ne change rien. En fait. Donc déjà, quelque part, ça démontre un peu, et ils sont bien connus sur un ministère de tutelle, comme la SNCF et ainsi de suite. Hein, et du coup, ça met bien en place nos pouvoirs publics ce qu'ils veulent en fait. Ils ne veulent pas des gens en statut qui vont se défendre pour l'intérêt de l'entreprise pour les usagers, mais par rapport au profit des bons petits soldats qui va rapporter des sous au détriment du service public ou de la mission de service public. Voilà. On continue de se battre pour l'augmentation des pensions de retraite. Il y avait une action qui était prévue le 3 sur Boulogne, on n'y est pas allé, on a préféré rejoindre le 5, la manif des retraités, des fonctionnaires, pardon. Et on continuera de rejoindre toutes les manifs qui seront faites à Calais. L'explosion du gouvernement a fait que pour l'instant on est mieux lotis parce qu'on continue d'être indexé face au coût de la vie, face à l'inflation, parce que pour l'instant la loi a dégagé. Normalement, de avoir 15% au mois de janvier, on aura peut-être un 5 voire un 7. L'explosion du gouvernement a fait que la loi n'est pas passée, donc on est comme ça. Donc on continuera à rejoindre les camarades dans les luttes qu'il y aura. Parce qu'on n'est pas, à Calais, on n'est pas assez fort. Et puis c'est vrai que moi qui travaillais, j'avais du mal, chez moi déjà, à faire bien les gens. Mais alors, les retraités, c'est encore pire. On a du mal à les faire bouger, c'est pas simple. Si on vous a convié aujourd'hui, c'est parce que, au-delà des luttes qui sont menées ou qui vont être menées par les cheminots, l'énergie, les ports et docks et d'autres secteurs, hein, il y a un appel confédéral pour la relance de l'industrie, parce que, indéniablement, on est représentant de 3 secteurs vitaux pour notre indépendance vis-à-vis justement de l'industrie. Et quand on voit ce qui se passe avec Arcelor, par exemple, c'est très 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 inquiétant parce que c'est notre indépendance et c'est aussi la vie de milliers de travailleurs qui sont en jeu, quoi, parce que c'est plusieurs milliers hein, quand même à 30 et quelques kilomètres d'ici. Et on sait très bien, si on fait le parallèle avec ce qu'a dit Jérôme sur le fret, qu'indéniablement la relance de l'industrie ou la réindustrialisation, elle ne peut pas se passer sans le ferroviaire. Pour un exemple tout bête, la création des usines de batteries sur le Dakar-Co, à aucun moment, en fait, ils se sont posé la question de relier l'usine, en fait, à des voies ferroviaires. C'est-à-dire que pour développer l'industrie, enfin l'usine et la fabrication des batteries, c'est tout par camion. Alors qu'un train, c'est plus de 50 camions en moins sur les routes. Donc à l'heure de l'urgence climatique, d'ailleurs la presse s'en est fait écho ce week-end dans son édition, je pense que c'est quand même une ineptie de ne pas se dire tiens, on a une occasion énorme et un intérêt à développer le fret ferroviaire en fait, et le fret public en fait. Parce que l'enjeu, il est que il n'y a que l'État stratège en fait, qui peut développer une politique industrielle et qui passe par nos ports, qui passe par nos voies ferroviaires, qui passe par, mais Arnaud reprendra, hein, sur nos revendications liées à l'énergie aussi. Depuis la libéralisation de l'énergie, les coûts, en fait, que ce soit pour les particuliers, mais particulièrement dans le milieu industriel, ils ont explosé, en fait. Ils ont explosé, c'est une charge énorme. Arnaud réexpliquera un peu les revendications liées à ça. Mais donc, on avait dit, c'est l'occasion, en fait, de jumeler, en fait, cet appel confédéral avec les luttes qui sont menées, et notamment pour nous, les cheminots. Alors, il y avait un petit point supplémentaire, c'est sur les revendications unitaires sur notre préavis de grève, c'est aussi un
plan de modernisation et d'entretien du réseau. Et Elisabeth Borne, il y a quelques mois, elle a annoncé un plan à 100 milliards, on ne sait pas où ils sont passés, je pense que c'était de la com. Mais quand on voit l'état des installations, et je vais revenir sur Grande-Sainte par exemple, vous avez des chantiers de voies de service, donc là où on fait des opérations de formation de train de fret, en fait, vous avez une multitude de voies qui sont inutilisables en fait. Et comme l'État se désengage fortement, et donc via l'entreprise SNCF Réseau, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de dire aux chargeurs, si vous voulez continuer à exploiter des installations, il faudra payer. Sauf que quand on modernise la 16 tous les ans, parce que le bitume il est dégradé, en fait, on ne demande pas aux routiers de mettre 1 centime dessus. C'est le contribuable qui paye. Donc on dénonce aussi, en fait, par nos revendications, en fait, la concurrence déloyale qui est menée, entre guillemets, entre le lobby du routier et la SNCF. Et en fait, ce qu'on dénonce aussi, c'est que l'entreprise SNCF préfère sous-traiter et faire appel à des grands groupes du BTP, Colas Rail, Eiffage et d'autres, en fait, pour moderniser le réseau, voire céder une partie de son réseau qui est permis depuis la réforme de 2018. À titre d'exemple, dans le Grand Est, la région politique a décidé de céder pendant plus de 20 ans, en fait, des lignes de son réseau capillaire, en fait, à des entreprises du BTP. C'est-à-dire qu'en fait, on revient avant la création de la SNCF. On saucissonne le réseau, ce qu'a fait l'Angleterre il y a quelques dizaines d'années, et puis il fait machine arrière parce que, en fait, la libéralisation, ça ne marche pas. Ils viennent chercher, ils captent en fait de l'argent parce que, comme pour les autoroutes à l'époque, ils savent qu'on a besoin d'entretien, donc il y a des millions, voire des milliards qui seront mis pour moderniser le réseau. Donc ils viennent chercher cet argent-là, puis après ils s'en vont, en fait, ils viennent piquer les dotations publiques, en fait. Donc ça, on le dénonce aussi. Nous, on revendique le retour à l'entreprise SNCF intégrée, en fait, comme le fait l'Angleterre. Parce que l'entretien des rails, dans tous les cas, ça reste toujours la responsabilité de l'État. Alors, ça dépend, en fait, parce que la loi, elle a refourgué, en fait, elle a refilé l'exploitation de certaines lignes à la région. C'est comme ça que la région s'est retrouvée à payer des dizaines de millions d'euros la modernisation de l'axe sur Saint-Paul, sur Ternoise, par exemple. Alors que c'est l'aménagement du territoire, pour la CGT, il doit être faire un État, en fait, stratège, parce que ça voudrait dire qu'une région qui a de l'argent, on peut faire du ferroviaire, une région qui n'en a pas, fait pas de ferroviaire. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pour nous, en fait, c'est l'égalité d'accès au transport ferroviaire, quel que soit l'endroit où on habite. Et il n'y a pas de notion d'argent qui doit entrer en jeu, en fait. C'est bien le rôle de l'État. L'État qui aménage, qui a décidé de créer des LGV, c'est l'État qui a décidé de créer des lignes de chemin de fer à l'époque, c'est donc à l'État de l'entretenir. Et l'État, en se désengageant et en mettant les régions au cœur du truc, créer plusieurs chemins de fer. Une région qui a un peu plus de moyens que d'autres, elle aura un meilleur réseau ferroviaire. Et comme dit Manu, on revient à l'ancienne SNCF, avant la création de la SNCF, où il y avait plusieurs compagnies de chemin de fer. Voilà, c'est le chemin qu'on prend et ça se voit de plus en plus. Il y aura des régions un peu plus riches que d'autres qui auront la capacité de faire rouler plus de trains dans de meilleures conditions, ce qui ne va pas être vrai très longtemps, je pense, et puis d'autres qui n'ont pas forcément les moyens et où les usagers du train seront délaissés complètement, malheureusement. En fait, l'État, il est hypocrite dans l'histoire de l'époque sur le transport ferroviaire. C'est-à-dire qu'il délègue en fait la gestion et l'entretien d'infrastructures qui sont théoriquement de sa responsabilité. Comme ça, lui, financièrement, ça ne lui coûte pas très cher. Et puis, il tape sur entre guillemets, les régions politiques ou même des fois les agglomérations en disant vous n'êtes pas vertueux dans vos finances, vous créez des déficits, alors que théoriquement, c'est l'État qui devrait les absorber. En fait. Quand on voit les coûts de l'énergie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui ont flambé depuis que c'est ouvert, donc là, c'est toute politique confondue en fait. C'est le service du capital que pour le capital. Nous, à la CGT, on propose un programme progressif de l'énergie. Alors, qu'est-ce que le programme progressif de l'énergie? C'est revoir un mode de facturation basé sur les besoins, c'est-à-dire la distribution, l'acheminement, la maintenance, voilà, et pas sur le rapport financier. On propose de sortir du tarif du marché, parce qu'aujourd'hui on est sur un tarif du marché, comme le fait l'Espagne et le Portugal. Donc là, directement, vous baissez la facture des usagers, et du coup ça impacte direct sur leur pouvoir d'achat, mais aussi sur les industries. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'industries vont très mal, et même des petites TPE, par rapport au coût de l'énergie qui a flambé, de façon artificielle, je précise. Dans ce programme progressif, on parle justement
d'une TVA à 5,5, parce que pour moi l'énergie c'est un besoin de première nécessité, c'est pas un bien comme tous les autres. En plus, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre en place un système vertueux par rapport à l'énergie, justement, par un financement de transition énergétique et écologique à travers les factures des usagers. En diminuant la facture et en prenant une part, on est capable de financer l'isolement des logements, des industries. Et ça, sans que ça coûte de l'argent proprement dit aux contribuables, en fait. C'est plutôt vertueux. Et aussi, bien prendre en compte le mix énergétique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux énormes par rapport à la transition énergétique. Et le mix énergétique, à notre sens, n'est pas bien pris en compte. C'est-à-dire que le gaz naturel, par exemple, représente 15,5% au niveau de la part actuelle, et on essaie de le faire disparaître. Or, le gaz naturel n'est pas forcément lié des produits pétroliers. Il y a la biomasse qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la méthanisation plutôt, qui nous permet d'avoir des gaz propres, entre guillemets, ça stocke l'énergie, ce qui fait qu'il y a une différence, ça peut permettre de pallier à des pics, à une surproduction. Parce que le problème qu'il y a dans l'énergie, c'est que vous avez ce qu'on appelle le primaire et le secondaire. Pour faire simple, le primaire, c'est ce que vous produisez, d'accord ? Et le secondaire, c'est ce qui est consommé. Et quand on regarde la différence entre le primaire et le secondaire, c'est quand même c'est très important. Et justement, si on commence à avoir un mix énergétique avec la possibilité de stockage comme le gaz peut se stocker, mais aussi les centrales, les barrages hydrauliques, ça permet d'effacer ces problèmes d'approvisionnement au niveau de la puissance primaire et secondaire. Donc on est vraiment porté là-dessus. On a proposé cette politique à nos politiques justement pour qu'ils puissent le porter à travers une loi de façon à renationaliser. Alors c'est pas renationaliser proprement dit, parce que c'est redevenir une épique avec des placements publics, industriels, commerciaux, pour que justement la facture des usagers soit vraiment basée sur les besoins et qu'on puisse investir pour demain, pour justement notre industrie et pour le pouvoir d'achat des usagers en général, mais aussi pour la transition aussi écologique. La CGT, elle est réellement porteuse d'un projet de société qui va à rebours de ce qu'on a depuis des décennies. En fait, nous, on n'est pas pour gaver les actionnaires, que ce soit chez EDF, GDF, enfin, Feu, EDF et GDF, mais ceux qui ont repris le bébé après, en fait, parce que c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti, en fait, après, qui fait flamber les prix. Et derrière, vous avez un État qui, comme il ne peut plus contrôler le marché, va vous sortir des chèques ci, des chèques ça, en fait, et l'État va compenser en fait ce qui va dans la poche des actionnaires. Alors que s'il était, encore une fois, État stratège, avec des prix qui seraient régulés, en fait, comme on l'avait avant, et pas soumis aux lois du marché, et bien, en fait, on pourrait avoir réellement constaté une vraie baisse de la tarification et sur laquelle l'État a son mot à dire et pas des actionnaires, en fait. Parce que le problème des actionnaires, au-delà de spéculer, c'est que vous avez des grands groupes qui vont, entre guillemets, s'accaparer le maximum de choses au détriment même des petits porteurs qui pensent être... mais ils se feront avoir comme tout le monde. Et pendant ce temps-là, c'est bien les deniers publics qui vont dans la poche de grands groupes. Et pour revenir sur l'histoire de la SNCF, ce que disait Jérôme, c'est qu'on dénonce aussi, au-delà de ce qui se passe à Fret SNCF, parce que c'est un pan de l'entreprise publique qui va être transféré dans des filiales avec ouverture de capital au droit privé. Donc, encore une fois, c'est-à-dire que c'est des salariés, c'est des moyens matériels, c'est des fois des infrastructures qui vont basculer potentiellement dans des intérêts privés. Choses qui ont été payées par les deniers publics, hein, comme les centrales, comme toutes nos infrastructures en fait, qui ont été payées par les impôts des Français les années passées, en fait, vont arriver dans la poche de structures privées qui n'auront pas dépensé un centime. En fait. Donc c'est réellement une spoliation en fait, d'un bien, d'un patrimoine et d'un bien commun en fait. Et nous, on ne veut pas voir ça arriver non plus aux voyageurs, en fait. Parce que là, ce que M. Xavier Bertrand va mettre en œuvre sur les Hauts-de-France grâce à la réforme de 2018, en fait, c'est un saucissonnage pur et simple du réseau TER en Hauts-de-France. Hein, on va passer d'une entreprise intégrée qui, je vais vous le dire comme je le pense, hein, fait déjà du privé, en fait. C'est-à-dire qu'elle a déjà dégradé son service, c'est indigne d'un service public ce qu'elle a. Mais c'est pour plus facilement faire accepter la pilule que la concurrence, ça sera mieux en fait. Sauf qu'on va avoir 4 sociétés, alors
si c'est que la SNCF qui remporte les marchés, elle va y mettre des filiales de droit privé, alors qu'elle pourrait très bien répondre en son nom d'entreprise publique, et chose qu'elle ne veut pas, puisqu'en fait, en créant des filiales à chaque appel d'offres, elle se saucissonne des droits des travailleurs, et elle permet, entre guillemets, de répondre à des intérêts qui sont des fois qui sont pas les mêmes, en fait. Et indéniablement, il est inconcevable d'imaginer que 4 entreprises, elles feront mieux qu'une seule. Exactement. C'est ce qui s'est passé, mais vraiment, on ne comprend même pas en fait que nos élus politiques qui ont voté la loi de 2018 ou ceux qui mettent en œuvre la concurrence ne regardent même pas ce qu'il y a 35 km au-delà de la Manche en fait. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé. On a créé une multitude d'entreprises, que ce soit sur le réseau ou pour transporter les voyageurs ou les marchandises, et en fait, on a vu le résultat. Des catastrophes, des retards, mais des prix qui ont explosé, et en fait, plus de 2 Anglais sur 3 qui réclamaient la renationalisation. Chose que d'ailleurs on avait dénoncée, et avec notre petite banderole au Cap Blanc-Nez il y a 7 ans bientôt, parce que justement on savait qu'en fait c'était pas ça la solution. La solution allait bien de revenir à une entreprise intégrée publique, sauf que forcément ça répond pas aux intérêts du grand capital, quoi. L'État est complice. Quand on voit actuellement au niveau de l'énergie que pour renflouer les caisses d'EDF qu'ils ont vidé eux-mêmes avec un système qui est la Reine par exemple, qui vide les caisses d'EDF, on demande à l'Enedis de remonter 1,2 milliard de dividendes à la maison mère. Au bout du compte. Et ces sous sont censés, ces financements, c'est financé par le TURP. Le TURP, c'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie qui est définie, c'est sur vos factures en fait. Et elle prend en compte 3 choses, la maintenance, l'investissement et la masse salariale. Et du coup, quand vous prenez, remontez 1,2 milliard d'euros quelque part, vous prenez sur un pôle qui est censé être pour soit pour l'un, soit pour l'autre en fait. Mais c'est remonté directement au capital. Et l'impact direct, c'est qu'aujourd'hui, la CRE dit on n'augmente plus le TURP, ce que je comprends parfaitement. Sauf que les investissements à mener aujourd'hui sont très lourds. Donc, ce qui est décidé au niveau des Enedis, le TURP, c'est pas tout à fait fini, mais ça devrait se faire, c'est qu'on va sacraliser le CAPEX, donc l'investissement, qui rapporte de l'argent, et on va laisser tomber l'OPEX, qui est la maintenance. Du coup, en gros, l'épannage, si vous préférez. Donc, ça devient dangereux. On fait dégrader. Et aujourd'hui, l'Europe était contre au début Enedis, sur le principe Enedis. Moi, j'étais EDF GDF Service. J'ai un peu de mal avec ça, mais maintenant, c'est comme ça, c'est le dialogue, c'est Enedis. Était contre, et aujourd'hui, ils reviennent en arrière. Et la preuve, hier, sont partis des copains d'Enedis en Irlande pour donner un coup de main. Voilà. Et ils ont bien compris qu'on ne peut pas se passer, il faut une certaine unité. Plusieurs entreprises, c'est dur à gérer. Une seule, on peut faire des renforts parce qu'on a les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe bien dans le Pas-de-Calais, on va donner un coup de main à Marseille, c'est pas un souci. Si vous êtes une entreprise privée saucissonnée, et si le Pas-de-Calais ne va pas, il se débrouille en fait. Donc, mais pour autant, ils veulent garder ça, mais pas donner les moyens. Donc c'est pour ça qu'on veut revenir à une entreprise intégrée et que tout soit confondu, le transport, donc le RTE, la distribution, Enedis, la production, avec une réelle vision, que ce soit pour le nucléaire, on a laissé tomber un moment, puis maintenant on a dit qu'il faut faire des centrales, mais on ne sait plus faire. Non mais c'est carrément ça en fait. Donc c'est une vision que l'État, pour moi, c'est une vision de l'État qu'elle doit avoir en fait. Et elle ne doit pas se cacher derrière l'actionnaire parce que ça l'arrange bien au bout du compte. Parce que c'est elle la principale actionnaire. Et elle récupère quand même les sous. Donc, et après, elle va vous dire à vous, il faut augmenter, nous on va baisser le prix, mais en même temps on va augmenter la TVA, bon bref. Et c'est elle qui décide de tout ça en fait. C'est pour ça que je dis que l'État est complice de ça. Et nous on voudrait que l'État puisse prendre sa responsabilité en étant la seule décisionnaire. Et du coup, on peut revenir à une sorte de souveraineté. C'est un vrai mot, parce que souveraineté, ça veut dire c'est bien au-dessus de ça, mais quelque part l'obliger à prendre ses responsabilités pour les usagers. Et donc du coup, pour aussi l'industrie. Faire prendre conscience aux gens, aux citoyens, aux Français, qu'il faut un service public, et un service public de qualité. Et là, le gouvernement, en morcelant en fait, toutes les entreprises privées, est en train de dégrader peu à peu en fait, le service public. Pour justifier en fait, le passage au privé. Nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est un service de qualité, un service public de qualité, et c'est pour ça que les Français ils aient la conscience qu'ils prennent ou qu'ils font appel inconsciemment tous les jours au service public.
Mais comme c'est de l'inconscience, ils le font inconsciemment, ils s'en rendent plus compte en fait. Et nous, on veut une prise de conscience de tous les Français pour justement avoir un service public de qualité. Et qu'il y ait un gouvernement ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, c'est pas que le gouvernement ne sert à rien, au contraire. Il faut un gouvernement, et il faut un gouvernement de gauche, je pense. Mais et c'est parce que c'est un gouvernement de gauche suivra les valeurs, en tout cas les revendications de la CGT, j'en suis sûr. Mais pour autant, on ne fera pas mieux que les personnes qui étaient ici avant nous. C'est que les revendications, elles passeront justement par le rapport de force et par la mobilisation des salariés. Et qu'il y ait un gouvernement en face ou pas, il faudra faire comprendre aux personnes qui sont à la tête de ce pays qu'on peut mettre Michel Barnier, on peut mettre X ou Y personnes derrière lui, s'il fait la même politique, on aura les mêmes résultats. Et on aura toujours des personnes dans la rue ou des syndicats qui seront en opposition face à eux. C'est une histoire de politique et d'idéologie. Ils ont une idéologie capitaliste qui ne pense qu'au profit des plus gros. Nous, on leur dit qu'il faut penser à l'usager de l'énergie, à l'usager du ferroviaire, à l'usager du port, bref, aux citoyens en grande partie et pas aux intérêts privés. C'est simplement ça. Les forces de proposition de la CGT. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de dire on n'est pas d'accord, on veut un service public. C'est bien, on se dit on veut un service public, c'est tout. Après, on fait quoi? On s'en fout. On met les choses en place, on explique comment y arriver, comme le plan progressif de l'énergie par exemple, il est chiffré. On sait dire exactement combien ça va coûter, combien ça va rapporter, la nationalisation totale par exemple, combien ça coûterait et combien ça rapporterait. Donc c'est la force de la CGT en fait. Elle ne contente pas de dire on n'est pas d'accord, c'est bien, pas d'accord, ça va 5 minutes, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça la force de la CGT, c'est qu'elle est convaincue de ce qu'elle fait. On est des gens qui sont vraiment convaincus et investis et voilà, et très ouverts. C'est-à-dire que la CGT, on débat énormément. On n'est pas fermé dans un cadre, on débat énormément et on propose. Et c'est ce que je veux vraiment mettre en avant au niveau de la CGT. Je pense que tous ceux qui sont ici pourront vous le dire, c'est qu'on ne se contente pas de dire qu'on n'est pas d'accord. On propose des plans, on propose des actions, on finance, comment on finance et ainsi de suite. Qu'en fait, on accuse toujours les cheminots et les énergéticiens et tous ceux qui ont des statuts liés à leur histoire, on va dire, professionnelle, mais on se bat pour les autres aussi. L'exemple du combat pour les intérimaires, ça montre bien qu'en fait, le combat, il n'est pas pour nous, en fait, il est pour que justement les collègues qui arrivent, les nouveaux embauchés, ils aient à minima les mêmes droits que nous. Après, le but, c'est d'aller en chercher des meilleurs, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui se gardent d'argent public ou qui soient multimilliardaires pour des centaines et des centaines et des centaines d'années, et que nous, on doit trimer, en fait, pour leur maintenir leurs privilèges, en fait. C'est tout un enjeu vraiment d'une vision sociétale, et comme l'a dit Arnaud, la CGT est force de proposition sur plein de choses. Et on a des projets, en fait, des contre-projets de réforme qui sont financés et eurocompatibles. La SNCF, la Fédération CGT des cheminots, porte un projet, en fait, depuis déjà la réforme de Cuvillier de 2014, en fait, un contre-projet de réforme pour un retour à une entreprise intégrée, qui est financé. Si vous avez suivi un petit peu ces dernières semaines la hausse des tarifs de l'autoroute, Dieu merci que le gouvernement a réussi à limiter, quand vous entendez qu'ils font 38 milliards de chiffre d'affaires sur l'année, vous dites, mais nous on les a vendus pour 7 ou 8 milliards. C'est autant d'argent qui échappe aux finances publiques et qui pourrait largement financer ce que nous portons pour le ferroviaire, mais ce qui est porté dans l'énergie, ce qui est porté pour l'hôpital public, pour l'école, enfin pour nos services publics, qui sont pour le bien de tout le monde en fait. Et contrairement à ce que dénonçait Jérôme, pas pour des intérêts de grands patrons du BTP ou de grands groupes ou spéculateurs de l'étranger. Mais on peut faire un parallèle, ce que nous on défend pour les services publics, c'est un peu ce qu'on dénonce aussi avec les cabinets de conseil américains en fait, alors qu'on a toute la science et tous les cerveaux qui vont bien en fait dans nos ministères, dans nos services d'État en fait, et qu'on préfère pas utiliser en fait. C'est un choix dogmatique de se priver d'une certaine indépendance en fait sur plein de secteurs de l'économie, et ça aussi on est contre ça en fait. Nous on est contre le rôle que doit avoir l'État pour protéger ses citoyens en fait, et pas pour répondre à des intérêts privés. Quand vous posez la question aussi comment on intervient pour faire changer les choses, j'étais dernièrement au congrès des maires, moi c'est rencontrer les maires. Nous c'est la FDE sur le Pas-de-Calais qui gère les concessions.
Donc j'essaie d'aller à leur rencontre et justement je leur porte le programme et j'essaie de leur expliquer la vision qu'on a nous de la CGT, pourquoi, et leur faire comprendre en fait que contrairement à ce qui peut être dit, il y a d'autres solutions et que les choix qui sont imposés, leur imposés, ne sont pas forcément le bon. Je reprends l'exemple du gaz par exemple, qui est ineptie. Parce qu'on ne peut pas faire ça en fait. Penser qu'on peut, c'est faux. La part du nucléaire d'ici 2050, ça sera 50% grand maximum. On sait qu'on ne croit pas là-dessus. On n'a pas les capacités et même en termes de ressources. Donc il faut forcément entamer une transition. Je ne suis pas en train de dire que je veux plus nucléaire, hein. Il ne faut pas se tromper. Et je veux dire par là, c'est qu'au bout du compte, contrairement à ce qui est dit, il y a la nécessité de revoir sa copie. Donc nous, on a des projets et le but, c'est justement de leur proposer des gens et d'études là-dessus, avec des personnes qui sont en capacité d'expliquer des choses de façon très simple, pour que nos élus déjà prennent conscience des choses et comme ça, quand ils sont interpellés sur différents sujets, ils puissent comprendre les enjeux qui sont demain pour le développement de leur région. En fait. Par exemple, vous avez fait une centrale au gaz avec la biomasse, par exemple, il y a la conduite qui passe devant un village qui n'est pas desservi, il n'y a pas le droit de le desservir. C'est incroyable quelque part, on passe devant, on n'a pas le droit de le desservir. Or, ça permettrait d'alimenter des maisons en gaz, donc du coup, au niveau des flux d'énergie, de pouvoir trouver un équilibre en fait. Et ça, on ne le fait pas, par exemple. Donc c'est à eux de dire que, contrairement à ce qui est dit, le gaz n'est pas forcément en voie de disparition. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est quand on voit ce qui se passe, c'est pas rigolo, quand on voit que les colonnes montantes, c'est ce qui alimente les bâtiments, sont passés de 45 à 100 ans. Au bout de 45 ans, on devrait les renouveler. C'est passé à 100 ans. C'est quand même, il faut quand même expliquer quand même. On supprime 2000 emplois dans le gaz parce qu'il y avait 18 plateaux d'accueil au téléphone, il en restera 3. Tu veux dire une baisse de la clientèle? Ah non, pas du tout. On va le donner à des acteurs privés qui vont faire ça et c'est ce qui se passe déjà à Enedis. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous appelez, vous avez un raccordement, vous êtes tombé sur une entreprise extérieure. Ce n'est même pas prestataire, c'est extérieur. Et qu'au bout du compte, eux, ils sont payés à l'appel. Ils ne sont pas payés à la qualité de leur réponse. Donc au bout du compte, vous êtes perdu dans l'énergie parce que avant c'était simple, hein. Vous appelez EDF, GDF, un interlocuteur, une réponse. Là, on va vous dire, faut appeler lui, je n'ai pas la réponse, je vous envoie vers un autre service, qui va vous renvoyer vers un autre service, et ainsi de suite, et vous êtes baladé en fait. Mais par contre, les clients qui sont dits simples, dans l'investissement, là on gagne de l'argent. Donc en fait, encore une fois, c'est gagner de l'argent sur ce qui est simple, et ce qui est compliqué, c'est pas grave. On le laisse et tant pis. Voilà. C'est pour ça que nous, c'est comme ça qu'on essaie de faire bouger les choses au niveau de la CGT, c'est qu'on va à la rencontre aussi des élus, des préfets, de tous les acteurs, pour essayer de leur faire comprendre, les acculturer. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas ce qu'il en est, hein, mais je pense qu'ils n'ont qu'une vision. Et d'ailleurs, sur l'énergie, on a fait des films à l'époque avec Gilles Baldas, ça s'appelait Mama sur l'énergie, ou Gaz Flouze, qui explique bien les choses et qui voit qu'on ne fait pas de la politique parce que c'est tous les politiques du début de la fin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est tous les politiques du début de la fin. Donc, au bout du compte, là, on ne fait pas de distinction. On voit bien les mécanismes qui s'opèrent. En fait. Et ils sont toujours d'actualité. Et la CGT, elle n'est pas visionnaire, elle est pragmatique. C'est ça la différence. Elle est pragmatique. Est-ce que cette semaine, on est sur un truc lié à l'industrie? Enfin, je crois le 12, c'est ça? L'attention Et est-ce qu'on imagine qu'il y a quelque chose qui ait lieu dans le Calaisis, dans le département, dans la région, lié à ça? Il y a une manifestation le jeudi à 14h30 à Lille, mais alors, je vais être volontairement ironique et provocateur. L'industrie sur le Calaisis, malheureusement, on a vu les dégâts l'année dernière, en fait. Et quand on dénonce, en fait, et c'est toute la campagne de la CGT, en fait, c'est de dénoncer qu'en fait, on est des patrons voyous qui s'en vont, qui ferment des usines, qui laissent des gens sur le carreau, alors qu'ils font des millions, voire des milliards de bénéfices. Je ne vais pas revenir sur Prysmian, Catensis ou d'autres qui sont sur la sellette, mais Arcelor, quoi. Mittal, c'est plusieurs milliards de fortune personnelle, et il est prêt, en fait, à mettre une usine qui emploie 4000 emplois directs et quasiment autant d'indirects sur le carreau, juste parce qu'en fait, ça lui fait rentrer moins d'argent pour lui personnellement, c'est un scandale. C'est là que l'État, en fait, il doit agir, parce que son indépendance derrière, enfin, c'est pour fabriquer des routes, pas des routes, mais des voitures, c'est pour fabriquer des rails, c'est pour fabriquer plein de choses qui sont vitaux pour la France et d'autres secteurs économiques.
c'est inconcevable de se dire qu'on laisse là dans les mains de gens qui spéculent en fait sur l'avenir même de salariés, l'avenir même de sites industriels, parce que si Arcelor sur Dunkerque met la clé sous la porte, je ne vous dis pas le dégât sur le tissu socio-économique. Hein. Et pour la relance, pour nous, dans notre secteur d'activité, c'est un des plus gros chargeurs, Solac. Enfin, Arcelor. Donc, même pour l'avenir même du fret, ça serait des conséquences dramatiques, en fait. Donc, tout ça, on le dénonce parce que on se dit, il y a un moment, l'État, il ne peut pas laisser faire n'importe quoi. S'il faut renationaliser ou temporairement nationaliser une entreprise, ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y en a qui ont des politiques protectionnistes, on ne va pas en arriver là, mais arrêtons de se laisser, en fait, désindustrialiser sans rien faire et de rester les bras croisés. Quoi. Il y a des moyens de faire autrement. Quoi. Prismian dans le cas, c'était un peu cet exemple-là. Hein. Ils ont été, je pense, sevrés d'argent public quand il y a eu le plan pour fibrer le réseau français. Et puis une fois que les aides publiques ne tombent plus, ben, on recule, on ferme, et puis on laisse des salariés sous le carreau. Ben, c'est un peu ça. En fait, ce qu'on dénonce, nous, dans le ferroviaire ou dans l'énergie ou au port ou ailleurs, ben, ça se passe aussi dans les boîtes privées et l'industrie. Ben, ça fait encore plus de dégâts parce que nous, pour le coup, on a un statut qui pourrait paraître protecteur dans ces cas-là. Chez les salariés de Prismian, ben, c'est du licenciement sec. Quoi. Et d'ailleurs, les copains, quand on les a vus la dernière fois, ils attendaient encore les nouvelles de la mairie qui devaient les aider à avancer un peu sur le sujet d'après Prismian. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment beaucoup de nouvelles. Hein, donc, c'est dommage, mais c'est toujours le même principe. Dès qu'il y a les aides publiques, il y a beaucoup de monde, et puis une fois qu'elles s'arrêtent, on laisse les salariés sous le carreau. Et quand on voit Arcelor, justement, ce qu'ils font là, mettre en pause la décarbonisation, en fait, hein. RTE a fait une spécifique pour eux, ça coûte beaucoup d'argent. Demain, si ça ne se fait pas, qui va payer? Encore une fois, c'est toutes les questions qui se posent au-delà des travailleurs, et c'est une priorité aussi, hein, forcément. Mais c'est la facture qui baisse. En fait. Ils se gavent, et avant de partir, ils arrivent à vous laisser une dette à payer, alors que c'est même pas vous qui l'avez contracté. Si on reste sur l'urgence écologique, ce serait une ineptie de devoir fermer des usines comme ça, parce qu'on sait très bien qu'on aura toujours besoin des produits travaillés, en fait. Et qui vont venir de où, acheminer comment, dans quelles conditions sociales et environnementales dans les pays où ils seraient exploités, en fait. Parce que des usines en Inde ou en Chine, elles sont loin d'être très écologiques et socialement responsables pour les travailleurs. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Alors, on dit loin des yeux, loin du cœur, peut-être ça ne choquera pas les gens, mais si on interpelle, c'est que là, il y a un enjeu à sauvegarder le site, parce que ça va quand même fermer deux secteurs qui ne représentent pas autant de travailleurs, mais ce n'est pas un bon signal du tout qui est envoyé. Et puis, et nous, on insiste, on est ici des représentants, en fait, au sein de l'UL, en fait, de secteurs d'activité qui peuvent justement avoir, et qui doivent avoir leur rôle dans la réindustrialisation du pays. Et une réindustrialisation propre, ça aussi c'est important en fait. Et socialement responsable vis-à-vis de ceux qui travaillent dans ces usines-là. Et pas laisser ça dans les mains de quelques banquiers ou spéculateurs qui n'auront aucun intérêt, c'est en avoir toujours plus dans les poches au détriment des autres. En fait. Et pour je ne sais pas si vous avez bien fait sur le service public, là, lié à la manif qu'ils avaient fait le 5, parce que je sais que vous avez parlé de reconduire, peut-être le 12, je ne sais pas si la CGT en deux parties ou. La manif de jeudi à Lille, ils appellent les services publics à venir se joindre à eux. Après, c'est compliqué parce que dans la période, forcément, il y a des gens qui se disent aussi, et les médias, pas vous, mais d'autres peuvent en jouer. Et à quoi bon parce que de toute façon, il n'y a personne qui les écoute au gouvernement. Mais nous, on ne va pas attendre qu'il y ait quelqu'un. De toute façon, ça fait des années et des années qu'on a des ministres, quelle que soit notre corporation, qui ne mettent pas en œuvre en fait, ce que porte la CGT, et au contraire, qui va à l'encontre des intérêts collectifs. Mais par contre, on envoie un signal à celui qui va devoir nommer le futur Premier ministre qui fera son gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne veut plus en fait d'avoir un nouveau Barnier, on ne veut plus d'un nouveau Gabriel Attal, on ne veut pas d'un Bernard Cazeneuve parce qu'il a fait partie de, entre guillemets, la majorité qui avait fait la réforme de Cuvillier en 2014 qui scindait déjà la SNCF. On ne veut plus de tout ça. On veut un gouvernement de transition en fait, qui porte réellement en fait, des projets politiques qui sont très proches de ce que nous on revendique dans nos entreprises, ou en tout cas à la CGT.
que ce soit dans l'énergie, dans les transports, ferroviaires, portuaires, dans l'industrie, enfin bref, dans les services publics. Nous, c'est un signal qu'on envoie d'ailleurs, on profite de cette tribune aujourd'hui par les médias pour inviter aussi la population à venir nous soutenir, parce que si elle venait et qu'elle s'informait de ce qu'on porte comme revendication et comme projet, je pense qu'elles adhéreraient beaucoup plus facilement à la CGT, dans les idées en tout cas, que ce qui est véhiculé par les différents gouvernements successifs depuis 40, 50, 60 ans presque. Parce que c'est la même idéologie libérale en fait, qui guide en fait, la destruction des services publics et ce qu'on subit dans la société. Donc nous on peut que les inviter en fait, parce que si les usagers savaient que nous on n'est pas du tout d'accord avec la politique qui est menée à la SNCF depuis des années et des années, peut-être qu'on se battrait plus facilement collectivement pour faire changer les choses. La CGT n'a pas vocation à gouverner, mais elle n'est pas neutre en fait. Elle ne peut pas être neutre. Pourquoi on ne peut pas être neutre? Pour une simple raison, c'est que ceux qui font les lois, c'est ceux qu'on délie. Et nous, les lois des travailleurs, ça passe par là. Donc c'est pour ça qu'on doit influencer, on doit porter nos revendications auprès des pouvoirs publics et aussi des élus. C'est pas pour faire de la politique en fait. Tout simplement pour expliquer notre projet pour les travailleurs et les travailleuses. Les forces de proposition. Les forces de proposition. Et c'est pas de la politique, c'est de la politique en fait. On fait de la politique, mais pas de la politique politicienne. On l'a déjà reproché ça. Et c'est un truc que je voulais regarder, mais c'était une question plus d'ordre général, justement, par tout ça. La CGT, elle a un avis sur la structure de la 5e République, qui ne permet pas justement aux syndicats forcément d'avoir des partenaires sociaux, tout ça. Il n'y a pas de critique de l'institution politique par la base syndicale. Je ne crois pas qu'il y ait de... Non, mais en fait, on va se parler franchement. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là, parce que nous, notre rôle, il est de mettre en mouvement les travailleurs pour qu'ils agissent collectivement pour que ça change. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais en 1936, on n'était pas encore sous la 5e République, ça n'a pas empêché d'avoir des avancées sociales par la force et l'union des travailleurs. C'est ça que nous, on cherche à remettre en œuvre, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on pourra, entre guillemets, mettre pression sur des partis politiques. Si vous prenez la réforme des retraites, si on n'a pas réussi à faire capoter cette réforme rétrograde, c'est parce que tous les travailleurs ne se sont pas mis en lutte et n'ont pas bloqué leur outil de production. Nous, notre rôle, il est là. Hein. Oui. Il n'est pas de porter des lois, il peut proposer des projets, comme je disais, notre projet de contre-réforme, mais ça reste parce que nos propositions, elles sont crédibles parce qu'elles sont faites par des gens qui pratiquent le travail, en fait. Nous, on ne porte pas une idéologie, c'est parce qu'on le vit, le travail. Ce qui est porté par les cheminots, c'est parce que c'est travaillé par les cheminots. Ce qui est porté par les portuaires, c'est parce que c'est porté par les portuaires, exactement pareil pour l'énergie, exactement pareil par les camarades qui bossent à l'hôpital public et qui voient depuis des années se dégrader en fait ce service de la santé qui met aussi en danger à la santé des usagers et des patients en fait, et qu'on ne gère pas un hôpital comme on gérerait une entreprise en fait. Mais c'est porté par des gens qui vivent le métier en fait, qui n'ont pas d'intérêt politique. Donc moi je n'ai pas d'avis particulier, j'ai un avis mais c'est le mien. C'est pas celui que j'essaye de faire prendre conscience aux travailleurs, c'est pas mon rôle en fait. Donc c'est ça en fait, notre boulot à nous, c'est de mobiliser les travailleurs, et après, le boulot des politiques, c'est de faire les lois. Nous, notre boulot à nous, c'est de dire, voilà, pour les travailleurs, il faudrait ça, à toi de faire la bonne loi. Et nous, on va pousser pour que cette loi-là, elle passe pas parce qu'on va amender, c'est tout simplement parce qu'on va demander aux travailleurs de se mobiliser en vue que ça passe. En fait. Donc c'est comme ça qu'on va y arriver en fait. Mais c'est pas évident, parce qu'on nous a quand même pas mal sabré à un moment. 40 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les gens prennent conscience, et encore une fois, le coup n'était pas loin de basculer. Mais c'est pas vraiment notre rôle en fait de réfléchir à ça. Savoir si le mode de scrutin, si la 5e ou la 4e ou la 6e. C'est pas notre truc en fait. En faisant ça, justement, je pense qu'on basculerait du côté politique, et c'est là où on ne serait pas bien à notre place. Nous, notre rôle, il est de former et d'informer nos syndiqués et d'informer les travailleurs, de leur dire qu'on peut faire autrement. Et en fait, après, les travailleurs, ça reste des électeurs. S'ils sont pas ambivalents dans leur façon d'agir dans leur entreprise, ils doivent le transposer dans l'urne, en fait.
Après, on n'est pas à leur place. Chaque personne en fait se fait son avis à la chose. Nous, on n'a pas de 49.3 en fait pour obliger les gens en fait à penser et à faire comme nous. Donc, on est force de proposition, c'est tout simplement, et on essaie d'éveiller les consciences. Et la répétition fixe la notion. Après, qu'on se pose des questions et qu'on y réfléchisse, oui, bien sûr, dans les discussions, ça suit tout le temps, mais c'est pas notre rôle, en fait, je pense. On n'est pas là-dessus. On ne doit pas l'être, je pense. On a vu des belles choses, la réforme de retraite, on a vu une bonne mobilisation, dans un bel état d'esprit. Alors, je vais parler du Calaisis, comme on dit, parce que ça n'a pas été le cas partout. C'est fait dans une bonne ambiance, plus ou moins, il n'y a pas eu trop de débordements. Tout est relatif, hein, mais quand on voit le nombre de personnes, ça c'est une fierté que j'ai au niveau de la CGT. C'est-à-dire que nos manifestations se passent toujours bien. En général, c'est rare qu'il y ait des écarts, on sait faire, en fait. Et aujourd'hui, je pense que, je ne remets pas du tout en cause les Gilets jaunes, pas du tout, mais on est quand même structuré. Et on voyait bien quand c'était les Gilets jaunes, c'est là que ça embêtait le gouvernement. Et là, je pense que les gouvernements successifs se sont bien rendus compte du rôle des partenaires sociaux. Qu'on nous a méprisés pendant un bon moment, très fortement, et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Alors maintenant, ils n'y vont pas très loin, on est d'accord. Le but, c'est eux, c'est pas leur donner le pouvoir à nous. Ça, on l'a compris. Mais par contre, ils ont bien compris qu'il faut peut-être arrêter de nous briser, parce qu'au bout du compte, ils se retrouvent avec des personnes qui ne seront pas gérées. Donc, comment on fait? On continue de faire comme on fait là. On informe, on prend en compte avec nous. On essaie d'acculturer, on répète les choses, on débat, et on ne se ferme à rien, et puis on va y arriver. Maintenant, c'est compliqué. Après, ce qui est sûr, c'est que l'idéologie patronale et le modèle capitaliste, ils ne nous aiment pas. Hein. Parce que nous, on peut coordonner les travailleurs, en fait, et plus largement la population. Donc, à ne pas répondre, en fait, à nos revendications, à faire un pseudo-dialogue social, en fait, où nos opposants patronaux politiques, en fait, viennent avec un projet et ils ne veulent pas changer leur projet. En fait. Il y a un moment, en fait, on crée de la frustration dans l'esprit des gens, mais on crée surtout un système qui est de plus en plus individualiste et qui pense se défendre tout seul. Et le seul gagnant dans l'histoire, ça sera le patron, en fait, parce que historiquement, le patron, il a toujours tout fait, par les lois, quelles qu'elles soient, à éviter que les salariés, les ouvriers, les travailleurs, en fait, puissent se réunir, puissent débattre et puissent agir collectivement, en fait. Donc, indéniablement, tous les outils et tous les stratagèmes sont utilisés. On est dans une société maintenant où l'empire médiatique qui est contrôlé par les Bolloré et compagnie, c'est un rouleau compresseur face à nous. Nous, la seule chose qu'on peut avoir, c'est de fédérer les travailleurs. C'est la masse. La version 2, c'est du temps. Non, parce qu'ils avaient déjà négocié en fait avec le je ne critique pas les avocats, hein. Attention, il ne faut pas se méprendre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout du compte, ils sont séparés. Ils sont dit, si on met tout dans le même sac, ils nous embêtent cela, parce que du coup, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Attends, parce que les avocats, ils n'étaient pas la CGT, mais comment on appelle ça, on en avait parlé, les avocats, c'est pas des syndicats, mais des associations, corporations, c'est très pratique, quoi. Pour faire très pratique, mais ils étaient tous, toute cette même corporation, ils n'ont pas pris tous les mêmes. Ils ont pris des spécifiques, ce qui était embêtant pour eux dans le manif, au bout du compte. Je me rappelle de certaines où on s'est fait encercler, on faisait rien de mal, hein. On s'est fait encercler. Dedans, il y en a un qui a sorti sa robe et il est sorti tout de suite, et ben on est sorti. Une semaine après, je refais la même manif, je me fais embarquer. Quoi, je me fais embarquer? Je me fais encercler. Fini, jusqu'au bout. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'ils séparent en fait. Ils disent, voilà, eux, si on les touche, ils ont un peu de pouvoir. C'est comme l'énergie. L'énergie, ils ont essayé. À travers quoi? À travers une répression syndicale très forte. Nous, on a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées embarquées à 6h du matin chez eux. Les téléphones, les ordinateurs des enfants perquisitionnés, alors qu'il n'y avait rien eu au bout du compte. Et le plus gros exemple qu'on a eu, c'était pas très loin ici, c'était les copains du RTE, qui ont été embarqués par la DGSI, quoi. C'est pas anodin. Hein. Et ils ont fait quoi? Ils ont passé simplement un poste en local. En gros, pour expliquer, tout fonctionne tout pareil, sauf que d'habitude, vous avez une télécommande, vous appuyez sur un bouton pour changer de chaîne, là vous devez vous lever, appuyer sur les chaînes. Et après, vous pouvez le remettre. Tous les jours, ça bloque. Ça bloque cela. Tous les jours, il y a des problèmes. Ça ne les gêne pas. Et bien là, comme ils l'ont passé en local, enfin une action symbolique, donc personne n'importe quoi, embarqué par la DGSI, garde à vue, donc prolongé parce que c'est pas le même cas, tribunal et tout le bataclan. Hein. Tout ça pour un truc qui arrive tous les jours.
Donc c'était une forme de répression syndicale, parce que le secteur de l'énergie, à ce moment-là, avait un pouvoir, ils avaient peur, parce qu'il y avait des débats, ou même pas forcément des conférences portées par les hommes politiques, où ils se retrouvaient dans le noir. Ça plaisait pas à l'époque. Et on faisait que ça. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est qu'à un moment donné, il y avait l'Élysée qui avait été coupée en gaz, donc plus de gaz au l'Élysée, on n'en a pas parlé. Il y a eu des grosses actions qui ont été menées, des très très ciblées, sur les hommes politiques très très ciblées, on n'impactait pas tous les usagers, on ne parlait pas d'un média. C'est assez fort, l'Élysée coupée, c'est pas tous les jours que ça arrive. On n'en a pas parlé. Par contre, les copains se retrouvaient même pas forcément eux, mais les secrétaires généraux, beaucoup sont forcément entendus. C'est normal, c'est une responsabilité, on porte la responsabilité. Mais on n'a jamais été embarqué à 6h du matin chez nous. On nous appelait, on avait un commissariat, on s'expliquait, voilà. Là, on nous embarque à 6h du matin. Donc, encore une fois, c'est pour diviser, pour casser. Pareil pour la SNCF, ou sur des grosses. De toute façon, les grosses corporations, on veut les briser en fait. Donc là, vous avez vu à la sous-préfecture ou à la mairie, n'hésitez pas, on fera le relais. Non, mais ce que dit Arnaud, c'est intéressant, parce que si on revient sur ce que vit la SNCF, et comme l'a vécu l'énergie avant, en fait, à force de créer une multitude de structures, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire comprendre à l'ensemble des travailleurs du rail, par exemple, que nous, on peut porter un projet alternatif d'une entreprise intégrée. Parce qu'en fait, vous allez avoir une multitude de structures qui vont entre guillemets, défendre leurs intérêts d'entreprise avant même de parler d'intérêts collectifs. Ceux qui vont être transférés chez Transdev, par exemple, n'auront plus les mêmes intérêts que ceux qui seront dans la filiale SNCF. Et on va être dans une opposition entre les travailleurs. Et le seul qui aura gagné dans l'histoire, c'est le patronat, en fait. C'est pour ça que nous, on dénonce, en fait, cette casse de l'entreprise publique SNCF, parce qu'elle va, entre guillemets, saucissonner ce qui était un fleuron, quand même, du transport ferroviaire. Elle va casser les droits des travailleurs, parce que d'une filiale à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes droits, en fait. Donc on va créer un dumping et une concurrence entre les travailleurs qui étaient dans la même société quelques mois ou quelques années auparavant. Et en fait, elle va casser en fait, la possibilité qu'on pourrait avoir de faire autrement. Même si on fera tout pour être présent dans les entreprises, on sait que malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de la représentation syndicale. Forcément, le discours et le message qu'on porte de retour dans notre entreprise publique et intégrée, il sera très compliqué. Parce que beaucoup plus inaudible qu'à l'heure où on est encore à la SNCF, en fait. Et c'est une stratégie patronale, de toute façon. Le vieil adage du diviser pour mieux régner, clairement, en fait, c'est parce que leur intérêt, c'est pas l'intérêt collectif. C'est ce que nous, on combat, en fait. Et on porte autre chose. Et comme tu dis, on voit bien sur la retraite, ils divisent les fonctionnaires du reste. Aussi, voilà. Mais en fait, quand on calcule bien toutes les choses, y compris dans l'énergie, on l'a vu, on dit que le système des fonctionnaires est déficitaire. Il ne peut être que déficitaire. Vous diminuez le nombre de personnes qui cotisent, vous le transférez dans le privé. Et dans l'énergie, c'est pareil. L'énergie, on est excédentaire. On va plus être longtemps, on est excédentaire. Et on alimente une partie des caisses pour les agriculteurs et pour les commerçants. Donc on est excédentaire et on redonne des sous au régime général. Notre système tel qu'il est financier, nous, c'est-à-dire que c'est sur le salaire, les primes, on cotise dessus, mais ils ne comptent pas pour la retraite. Mais c'est un système solidaire parce que ceux qui ont des petits salaires, ça leur permet d'avoir sur les 6 derniers mois. C'est comme ça que ça fonctionnait, on est plus qu'à l'équilibre, on est excédentaire. Demain, tous ceux qui rentrent ne financeront plus ce système-là. Il est dans la régime générale. Donc forcément, on va être déficitaire rapidement. Et après, on va dire, vous voyez, dans l'énergie, on l'avait dit qu'ils ne savaient pas gérer. Comme on l'a fait pour les fonctionnaires, comme on l'a fait pour la SNCF. En disant, les nouveaux qui arrivent, voilà, les SNCF, vous voyez, la retraite, là, on a bien fait de changer parce que, vous voyez, ils ne sont pas à l'équilibre. Forcément. Vous augmentez la part des ayants droit en inactivité, parce que nous, c'est une activité de service en plus, on n'est pas en retraite, en fait. On a une activité de service, c'est pas exactement pareil. Alors, on n'est jamais rappelé, mais potentiellement, on peut l'être. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous augmentez cette part-là, mais vous diminuez les cotisants. Et vous l'augmentez dans la partie du privé. Le privé, ça va mieux. Forcément, vous augmentez le nombre de cotisants. Pour autant, mais dans quelques années, quand l'équilibre sera retrouvé, le privé va se casser la figure, parce que forcément, les gens vont partir en retraite. Et on dira le nouvel réforme de retraite. Et la nouvelle réforme. C'est pour expliquer en fait les mécanismes. Et ça, les pouvoirs publics,
à travers des fois ce qui remonte aux médias. Après, je ne suis pas en train de dire que les médias font pas bien leur travail, mais il y a des fois on se pose des questions quand même. Parce qu'on se dit, mince, c'est pas forcément juste en fait. On va parler pendant un quart d'heure que c'est pas équilibre. Par contre, la démonstration que c'est à équilibre, ça va passer pour deux secondes, quoi. Et encore, si on a de la chance. Donc voilà, c'est tout ça en fait. Ils divisent. Le privé, c'est bien. Le public, c'est des nantis, ils ne travaillent pas, ils ont de la chance, ils sont restés de l'emploi. Cette année, j'ai 21 disciplinaires. 21 disciplinaires. On ne licencie pas dans le public. Alors, je sais que ça va être public aussi, hein, mais on a un statut quand même. On a 21 disciplinaires cette année, en une année, sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on va avoir normalement 12 licenciés. C'est pas rien, quoi. Donc, il faut arrêter de dire qu'on ne licencie pas, on n'est pas différents des autres, en fait. Après, ils font des bêtises, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout le monde. Mais je dis ça, je ne dis pas qu'il faut. Ça peut être légitime, les disciplinaires. Mais ce c'est qu'il faut arrêter avec cet esprit de service public, les gentils, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils sont en grève, ils sont payés, toutes ces choses-là, c'est faux. Hein. À la fin du mois, on le retire. Et c'est normal. Et je veux que ce soit retiré, parce que sinon, ça n'a pas de sens. La valeur de la grève, c'est par rapport à ça aussi. Demain, on me dit ta grève, elle est payée, elle n'a plus aucune valeur pour moi. Bien sûr. Pour moi, elle n'a plus de valeur. La valeur symbolique et le fait de ne pas produire, elle tombe. Là, pour finir, pour cette semaine, on demandera à tous les Calaisiens de l'industrie, des services publics, les retraités, donc de se greffer au mouvement en fait, des cheminots le 12 devant la gare à 9h30, c'est ça? C'est ça, à partir de 9h30. Donc voilà, c'est rendez-vous à 9h30 devant la gare pour tous les Calaisiens. Mais il y a du café. On aura du café.